Rejeté par mes parents à cause des mensonges de ma sœur, je les vois revenir ruinés par ses propres vols. Alors qu'ils me supplient de les aider, je leur ai envoyé la preuve que je les avais prévenus, avant de bloquer leur numéro. J'avais 17 ans la première fois que mes parents m'ont regardé comme si j'étais un criminel. Pas déçu, pas en colère, juste froid, comme si j'étais un inconnu qui s'était introduit chez eux et avait trahi leur confiance. Et il a suffi d'un seul mensonge de ma sœur pour tout faire basculer. Je m'appelle Damien. J'ai 27 ans aujourd'hui, mais ce que je m'apprête à vous raconter a commencé il y a 10 ans. À l'époque où je croyais encore que la famille signifiait quelque chose. À l'époque où j'étais encore assez naïf pour croire que les liens du sang étaient plus forts que tout. À l'époque où je faisais encore confiance à mes parents. Nous vivions dans une maison modeste à un étage dans un quartier de banlieue tranquille. Un de ces endroits où il ne se passait jamais rien d'important, où les gens vous saluaient depuis leur allée et bavardaient lors des barbecues dans le jardin. Mon père, Régis, était chef d'équipe dans une usine. Ma mère, Laurence, travaillait à temps partiel à la bibliothèque municipale. Et puis il y avait ma sœur aînée, Raphaël, l'enfant chéri, celle qui ne faisait jamais rien de mal. Elle avait 19 ans à l'époque, étudiait déjà à l'IUT, et était déjà félicitée pour son ambition et son indépendance. Et moi, j'étais juste Damien. Calme, studieux, évitant les ennuis, aidant à la maison, ayant des notes correctes, mais j'étais toujours comparé à elle. Toujours un train de retard à leurs yeux. Pourtant, nous avions été proches autrefois. Raphaël me raccompagnait à la maison après l'école quand j'étais plus jeune, m'ébouriffait les cheveux quand j'étais triste, me glissait des friandises en douce quand maman disait non. Mais quelque chose a changé en grandissant. Peut-être était-ce la façon dont nos parents la gâtaient, louant chacune de ses réalisations médiocres tout en passant sous silence les miennes. Peut-être était-ce la façon dont elle semblait apprécier le pouvoir qu'elle détenait, la façon dont nos parents la croyaient toujours en premier. Peut-être était-ce simplement sa vraie nature, et j'étais trop jeune pour le voir. La première fissure est apparue par un mardi pluvieux de septembre. Je suis rentré de l'école trempé et fatigué, j'ai posé mon sac à dos près de la porte et j'ai enlevé mes baskets humides. Mes parents étaient dans la cuisine, tous les deux silencieux, trop silencieux. Raphaël était assise à la table, les bras croisés, les lèvres serrées. Elle a levé les yeux vers moi et m'a lancé ce regard, ni en colère, ni effrayé, juste suffisant, comme si elle attendait le début d'un spectacle. Damien, a dit ma mère, sans détacher ses yeux de sa tasse. Il faut qu'on parle. Cette phrase, le classique présage de malheur. D'accord, ai-je dit prudemment, mon regard oscillant entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Mon père s'est levé, s'est approché du plan de travail et a brandi quelque chose. C'était une petite enveloppe blanche, déchirée sur le dessus, avec mon prénom griffonné à l'encre bleue sur le devant. J'ai trouvé ça caché dans le bac à linge sale, a-t-il dit. Ça vient du tiroir de mon bureau. Il y avait 300 € dedans. Mon estomac s'est noué. Quoi? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Raphaël s'est levée elle aussi. Je vous l'avais dit, a-t-elle dit d'une voix calme et posée, comme un témoin bien entraîné. Je l'ai vu rôder autour du bureau hier soir. Je ne voulais pas y croire, mais... Je n'étais pas dans ton bureau, ai-je dit, la chaleur me montant au visage. Pourquoi est-ce que je te prendrais de l'argent? Ma mère a enfin levé les yeux, le regard lourd de déception. Nous ne sommes pas stupides, Damien. Tu es le seul qui aurait pu savoir où Régis garde son argent de secours. Mais je ne savais pas. Admets-le, c'est tout, est intervenu Raphaël en croisant ses bras encore plus fort. C'est pathétique de mentir. Tu as toujours été jaloux de moi. C'était peut-être ta façon de te venger. Ce mot, jaloux, m'a frappé comme une gifle. Jaloux. De quoi? De sa manipulation constante? De la façon dont elle tournait chaque situation à son avantage et s'en sortait toujours? Je ne l'ai pas fait, ai-je répété, cette fois plus bas. Non pas parce que je doutais de moi, mais parce que j'avais compris à ce moment-là que peu importait ce que je disais. La décision avait déjà été prise. Ce soir-là, mes parents ne se sont pas assis avec moi pour dîner. Raphaël me lançait des regards narquois de l'autre côté de la table pendant que maman et papa mangeaient dans un silence de pierre. Mon assiette est restée intacte. À la fin de la semaine, mon père avait changé les serrures de son bureau. Ma mère m'a retiré mon ordinateur portable en disant qu'on ne pouvait pas me faire confiance.
Je n'étais pas puni à proprement parler, personne n'utilisait ce mot, mais le message était clair. J'avais brisé leur confiance. Je n'étais plus leur fils. J'étais un danger. Raphaël, quant à elle, était couverte d'éloges. Merci d'avoir été honnête. Il a fallu du courage pour parler. Tu es un si bon exemple pour Damien. J'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque après les cours, prétendant avoir des projets de groupe juste pour ne pas être à la maison. Je savais que je marchais sur des œufs. J'ai arrêté de demander qu'on me dépose en voiture. J'ai arrêté de parler à moins qu'on ne m'adresse la parole. J'ai appris à me faire tout petit. 1 mois a passé, puis 2. Finalement, l'incident des 300 € a disparu des conversations quotidiennes, mais la tension, elle, n'a jamais disparu. L'air dans la maison restait lourd, silencieux et froid. J'ai commencé à remarquer des choses. Des bijoux manquants, des chèques qui mettaient plus de temps à être encaissés. Raphaël s'achetait soudainement de nouveaux vêtements et des gadgets électroniques alors qu'elle prétendait être fauchée. Mais je savais qu'il valait mieux ne rien dire. J'avais déjà perdu le bénéfice du doute, jusqu'à la nuit où cela s'est reproduit. J'étais dans ma chambre, à moitié endormi, quand j'ai entendu des voix fortes en bas. La voix de ma mère était aiguë, paniquée. Celle de mon père était tonitruante, accusatrice. Je me suis glissé jusqu'en haut des escaliers pour écouter. C'était juste là, criait mon père. L'enveloppe de secours. Je l'ai vérifiée la semaine dernière. Il y avait près de 2000 €. La voix de Raphaël était étouffée, mais j'en ai saisi assez. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que je la prendrais? Maman, il faut appeler la police. Ça va trop loin. Je me suis figé. Allait-il m'accuser à nouveau? J'ai avancé à pas de loup dans le couloir et me suis penché au-dessus de la rampe. Tout va bien? 3 têtes se sont tournées vers moi et j'ai immédiatement regretté de ne pas être resté silencieux. Le visage de Raphaël était rouge, ses joues brûlantes, ses yeux brillants. Papa a fait un pas en avant. Ne joue pas à l'imbécile, Damien. Tu ne vas pas nous manipuler à nouveau. Pas cette fois. Et c'était reparti. Aucune preuve, aucune question, juste des accusations. J'aurais dû me taire, mais quelque chose en moi a craqué. Je ne savais même pas que vous aviez 2000 € cachés dans la maison, ai-je dit. Si je devais vous voler, vous ne pensez pas que j'essaierais au moins de faire accuser quelqu'un d'autre ou que je n'utiliserais pas exactement la même méthode que la dernière fois? Raphaël m'a jeté un regard si acéré qu'il aurait pu couper de l'acier. Ça suffit, a dit ma mère. Va dans ta chambre, Damien. Et c'est ce que j'ai fait, car argumenter ne servait à rien, car mes mots n'avaient aucune importance. Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Non pas parce que j'avais peur, ni même parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais compris que quoi que je fasse, je serais toujours le coupable à leurs yeux, le bouc émissaire, la déception. J'ai commencé à compter mentalement les jours qui me séparaient de mes 18 ans. J'avais un peu d'argent de côté grâce à des cours de soutien scolaire et des petits boulots. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour prendre une colocation et acheter une voiture d'occasion. Il fallait juste que je survive encore quelques mois dans cette maison. Je n'ai plus parlé à Raphaël, sauf par nécessité absolue. Elle gardait ses distances elle aussi, probablement satisfaite d'avoir une fois de plus échappé aux conséquences de son coup. Mes parents ne remarquaient pas la tension. Ou peut-être qu'ils la remarquaient mais s'en moquaient. Mais une semaine avant mon 18e anniversaire, il s'est produit quelque chose qui a tout changé. Pas publiquement, pas encore, mais en moi. Je suis rentré tard du travail et j'ai trouvé Raphaël assise dans sa vieille voiture cabossée dans l'allée, envoyant frénétiquement des SMS sur son téléphone. J'ai failli passer devant elle sans dire un mot, mais elle a baissé la vitre. Et, a-t-elle dit, sa voix différente, moins arrogante, plus désespérée. Tu peux me prêter 50 €? Juste jusqu'à vendredi. Je l'ai regardé, le visage impassible. Tu veux que je te donne de l'argent? Après tout ce qui s'est passé? Elle a cligné des yeux. Oh, allez. Ne fais pas ton mélodramatique. C'est juste 50 €. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré. Tu es toujours fâché pour cette histoire d'argent ridicule? Il faut vraiment que tu grandisses, Damien. Je me suis approché un peu, j'ai baissé la voix.
Est-ce que c'est toi qui as pris l'argent dans le tiroir de papa et dans l'enveloppe de secours? Elle a hésité une demi-seconde. Ses yeux ont fui mon regard, puis elle a ricané. S'il te plaît. Tu penses vraiment que je serais assez stupide pour laisser des traces? Elle n'a même pas nié. Pas vraiment. Je suis resté là, figé, l'air de la nuit semblant soudain plus froid. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais fini de me taire, fini de jouer le bouc émissaire. Je ne savais pas comment ni quand, mais je savais qu'un jour je ferais éclater la vérité. Et quand cela arriverait, je ne me contenterai pas d'excuses. J'obtiendrai justice. Et cette justice commencerait au moment où ils auraient le plus besoin de moi. Je n'ai rien dit à Raphaël ce soir-là. Je me suis simplement retourné et je suis entré dans la maison, j'ai doucement fermé la porte derrière moi et je me suis assis sur le bord de mon lit dans le noir, ressassant ces paroles dans ma tête. Tu penses vraiment que je serais assez stupide pour laisser des traces? Ce n'était pas un aveu formel. Pas tout à fait, mais cela s'en rapprochait grandement. Et plus que tout, cela confirmait ce que je soupçonnais depuis des années. C'était elle qui était derrière cet argent disparu. Elle manipulait nos parents, mentait effrontément, et s'arrangeait pour que tout retombe sur moi. Et le pire, c'est qu'il la croyait à chaque fois. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à emballer le peu de choses que je possédais. Pas dans des cartons qui auraient attiré l'attention, juste petit à petit. Des vêtements fourrés dans un sac de sport. Mes cahiers et mon matériel de soutien scolaire soigneusement rangés dans mon sac à dos. Les quelques souvenirs personnels que j'avais été glissés dans la doublure de ma veste. Mon plan était simple. Avoir 18 ans, accepter le travail qu'on m'avait proposé dans un atelier de réparation informatique en centre-ville, et emménager dans la chambre que le cousin d'un ami proposait à la location. Je ne m'attendais pas à des adieux. Je n'en voulais pas. Mon anniversaire est arrivé et s'est déroulé dans l'indifférence générale. Raphaël m'a lancé un « bon anniversaire » sans conviction au petit déjeuner sans lever les yeux de son téléphone. Ma mère m'a demandé si je voulais des restes de lasagne d'il y a 2 jours. Mon père ne m'a même pas parlé ce matin-là. Pas de gâteau, pas de carte, pas de dîner de famille, juste un silence, comme si j'avais déjà cessé d'exister à leurs yeux. Très bien. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient tous les deux sortis faire des courses, j'ai pris mes affaires et j'ai franchi la porte d'entrée sans un mot. Au moment où j'ai descendu les marches du porche, je me suis senti plus léger, comme si je pouvais enfin respirer pour la première fois depuis des mois, voire des années. La vie en solo a été difficile au début. La chambre que je louais était à peine assez grande pour un matelas et un bureau pliable. Les murs étaient minces, la pression de l'eau faible, et le loyer absorbait plus de la moitié de mon salaire. Mais c'était chez moi. Pas de jugement, pas d'accusation, juste une liberté calme et bénie. Je n'ai pas parlé à ma famille pendant près de 3 ans après cela. Non pas par rancune. D'accord, peut-être un peu, mais surtout parce que j'avais besoin d'espace pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas défini par leur déception. Pendant ce temps, j'ai gravi les échelons, passant de la réparation d'écrans d'ordinateurs portables fissurés et de la suppression de logiciels malveillants à l'assemblage de systèmes personnalisés et à la gestion de la petite équipe du magasin. J'ai commencé à suivre des cours du soir à l'IUT, principalement pour obtenir des certifications en informatique, et j'ai même pris des contrats en freelance à côté. Mon patron m'appréciait, mes clients me faisaient confiance, et pour la première fois de ma vie, je me faisais confiance. Mais c'est alors que, surgissant de nulle part, est arrivé le message qui m'a ramené dans leur orbite. C'était un mardi soir. Je venais de finir d'aider un propriétaire de petite entreprise à récupérer un disque dur presque corrompu. Je rentrais chez moi, plutôt fier de moi, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Salut Damien, c'est maman. Je sais que ça fait longtemps, mais nous devons vraiment parler. S'il te plaît, appelle-moi. Je me suis arrêté au milieu du trottoir, relisant le message encore et encore. Mon cœur s'est emballé, non pas d'excitation, mais d'un sentiment plus sombre. De l'appréhension, de la confusion, une lueur d'espoir que j'ai immédiatement tenté d'étouffer. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de Raphaël. Salut, je pense que maman et papa veulent s'excuser. Ils traversent des moments difficiles. Parle-leur, tout simplement. Ça fait bien assez longtemps. Quel culot. S'excuser. Après 3 ans de silence radio,
après m'avoir laissé de côté sans un regret, et c'était seulement maintenant qu'il voulait parler. J'ai encore ignoré le message. Mais les messages ont continué à affluer de ma mère, de mon père, et finalement de quelques amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelque chose se tramait visiblement, et la curiosité a fini par l'emporter. J'ai accepté de les retrouver pour un café. Terrain neutre, lieu public, aucune chance d'éclater en scène de ménage. Quand je suis entré dans le café, ils étaient déjà assis à une table dans un coin. Maman avait les mains serrées l'une contre l'autre. Papa fixait sa tasse de café intacte, et Raphaël n'était nulle part en vue. J'ai failli faire demi-tour sur le champ. Damien, a dit ma mère en se levant rapidement. Tu as bonne mine. Merci, ai-je dit prudemment, en m'asseyant en face d'eux. Il y a eu un long silence embarrassé. Puis papa s'est raclé la gorge. Nous te devons des excuses. J'ai haussé un sourcil. C'est nouveau. Il a grincé des dents. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses. Maman est intervenue. Raphaël. Elle n'est pas la personne que nous pensions. Et d'un coup, tout a été déballé. Il s'est avéré que Raphaël les volait depuis des années. Pas seulement les incidents d'enveloppe, mais des choses bien plus importantes. Elle avait souscrit des cartes de crédit à leur nom, accumulé des dettes, mis en gage des bijoux de famille, menti sur ses frais de scolarité et dépensé l'argent dans des voyages avec son petit ami. Tout a éclaté au grand jour lorsque la banque les a appelés pour un avertissement de saisie immobilière qu'ils n'avaient pas vu venir. Elle nous a dit que c'était toi, a dit doucement ma mère, les larmes aux yeux. Et nous l'avons cru. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que nous ne voulions pas voir la vérité. Je suis resté là à écouter. Une partie de moi voulait hurler. Une partie de moi voulait pleurer, mais la majeure partie de moi se sentait simplement vide. Comme si j'avais attendu ce moment pendant des années, et que maintenant, cela ne signifiait plus rien. Nous sommes désolés, a répété papa. Nous avons été stupides. Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés. Ils semblaient plus vieux, plus fatigués, usés. Qu'est-ce que vous attendez de moi, ai-je fini par demander. Ils ont échangé un regard. Nous avons besoin d'aide, a dit ma mère. Financièrement, bien sûr. Et voilà. La véritable raison de leur démarche. Non pas parce que je leur manquais, non pas parce qu'ils voulaient reconstruire notre relation, mais parce qu'ils étaient ruinés, désespérés, et que moi, le fils qu'ils avaient chassé, j'étais maintenant leur meilleure chance. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et je suis parti. Ce soir-là, j'ai fouillé dans mes sauvegardes cloud et j'ai retrouvé la vieille application de mémo vocal que j'utilisais sur mon vieil iPod Touch fissuré. Je me souvenais avoir enregistré quelques éléments à l'époque, quand je ressentais le besoin de prouver ma version de l'histoire, au cas où. Et bien sûr, c'était là. Un enregistrement de mauvaise qualité, grésillant, provenant de ma chambre. La voix de Raphaël claire comme le jour, tu penses vraiment que je serais assez stupide pour laisser des traces? S'il te plaît, s'ils veulent continuer à me donner de l'argent et à rejeter la faute sur toi, c'est leur problème. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. J'avais essayé de les avertir subtilement, prudemment. Des années plus tôt, j'avais laissé un mot dans le tiroir du bureau de papa avec mes soupçons sur les habitudes de dépenses de Raphaël après avoir été accusé la deuxième fois. J'avais même envoyé un email anonyme à maman avec des captures d'écran des transactions Lydia publiques de Raphaël montrant des brunchs et des séances de shopping coûteux. Il n'avait jamais écouté, mais j'avais gardé les preuves, toutes sans exception. Et maintenant, il me suppliait de les aider. J'ai souri pour la première fois de la journée parce que j'avais enfin quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais stressé, bien au contraire, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de revivre chaque moment de la dernière décennie. Chaque mensonge, chaque regard en coin, chaque fois que j'étais rentré chez moi sous des regards froids et des portes claquées, chaque fois que je m'étais remis en question en me demandant si c'était moi le problème. Et maintenant, les mêmes personnes qui me regardaient jadis comme une saleté qu'on gratte sous sa chaussure étaient assises dans un café à me supplier de les aider. L'ironie était presque poétique. J'ai fixé le vieil iPod Touch poussiéreux posé sur ma table de nuit. Cet unique enregistrement ne suffisait pas à tout détruire, mais c'était quelque chose. C'était une preuve. Pas pour eux, ils connaissaient déjà la vérité maintenant. Mais pour moi,
cela prouvait que je n'avais pas halluciné. Que je n'étais pas fou. Que ces années d'exil et de traitement par le mépris n'étaient pas le fruit d'un malentendu. Tout était réel, et j'y avais survécu. Mais la vengeance ne m'intéressait pas. Pas encore. D'abord, je devais reconstruire ce qu'ils avaient essayé de détruire. Après nos retrouvailles, j'ai ignoré leur SMS de relance. Ils m'ont envoyé quelques messages de plus au cours de la semaine suivante. De longs paragraphes désespérés sur leur situation financière, expliquant qu'ils risquaient de perdre leur logement, que Raphaël s'était enfui après avoir été confronté. Plus d'excuses, juste des reproches subtils mêlés à des appels à l'aide. Mais j'avais ma propre vie à gérer. À vrai dire, même si j'avais trouvé un semblant de stabilité depuis mon départ, je ne roulais pas sur l'or. J'étais toujours dans cette minuscule chambre, jonglant toujours entre le travail et les cours, mangeant toujours trop de nouilles instantanées et sautant mes rendez-vous chez le dentiste. J'étais fier du chemin parcouru, mais ce n'était pas suffisant. Pas pour ce que je voulais, pas pour ce que je méritais. Alors, j'ai pris une décision. Fini de simplement survivre. Il était temps de bâtir. J'ai commencé par mon travail à l'atelier de réparation informatique. Mon patron, Benoît, m'avait toujours apprécié, disant que j'étais doué pour résoudre les problèmes et que je ne paniquais pas sous la pression. Il avait également mentionné à plusieurs reprises qu'il cherchait à se développer. Un soir, après la fermeture, je suis resté et je lui ai proposé un plan. « Laisse-moi m'occuper des clients mobiles », lui ai-je dit. Les petites entreprises, les interventions à domicile, le support sur site. Tu n'as pas le temps, et j'ai déjà établi un bon contact avec la moitié des gens qui franchissent notre porte. Benoît s'est adossé à sa chaise, sceptique. Tu veux te mettre en freelance ? Non, ai-je répondu. Je veux lancer une activité sous ta marque, une succursale. Je prends une commission, tu obtiens de l'expansion, c'est un risque minime pour toi et je fais tout le travail de terrain. Il s'est frotté le menton pendant un long moment avant de hocher la tête. Prépare un plan et on en reparle. Ce week-end-là, j'ai fait l'impasse sur mon temps libre habituel et j'ai rédigé une proposition complète, tarif, niveau d'offre, stratégie marketing, fiche de service, la totale. J'ai même créé un site web basique et conçu un logo en utilisant une version d'essai gratuite sur un site de design. Benoît a été impressionné. En un mois, je prenais les appels directement, je fixais les rendez-vous, j'entrais dans les bureaux et les maisons vêtues d'un polo bleu marine arborant notre logo brodé. J'ai acheté une voiture à haillons d'occasion, j'ai organisé une boîte à outils mobile, et j'ai passé mes soirées à peaufiner le site web et à rédiger des articles de blog pour le référencement. Le travail était épuisant, mais c'était le mien, et lentement, l'argent a commencé à rentrer. Pas un fleuve, mais assez pour commencer à épargner. J'ai quitté ma chambre exiguë pour un petit studio. Rien de luxueux, mais il y avait une vraie cuisine et un balcon baigné par le soleil de l'après-midi. J'ai acheté un canapé d'occasion, un vrai bureau et même une petite machine à expresso. De petits luxes qui ressemblaient à des victoires monumentales. À la même époque, j'ai obtenu mes certifications et j'ai commencé à répondre à des appels d'offres pour des contrats de freelance plus importants, installation de réseau, gestion de serveurs pour des commerces locaux, audit de cybersécurité pour des cliniques et des cabinets d'avocats. J'étais toujours honnête sur le fait que je travaillais seul, et les gens respectaient mon dynamisme. Pourtant, je restais dans mon coin. Pas de réseaux sociaux, pas de nouvelles de ma famille, pas de vieux amis, juste le travail. Et puis, un jour, j'ai reçu un message que je n'attendais pas de la part de Raphaël. C'était court, trop court. Je sais que tu me détestes. Je ne t'en veux pas, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Une partie de moi voulait le supprimer. Une autre voulait répondre par une salve d'insultes que je préparais mentalement depuis mes 17 ans, mais à la place, je n'ai rien fait. Je l'ai laissé en vue. Au cours des jours suivants, j'ai reçu d'autres messages de numéros inconnus. Visiblement des téléphones jetables. Tous des variantes du même thème. S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé. Ça ne devait pas aller si loin. Je suis dans une mauvaise passe. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas répondu, jusqu'à ce qu'un message se détache des autres. Maman et papa m'ont dit que tu avais de l'argent maintenant. Que tu t'en sortais bien. Je suis contente pour toi. Rappelle-toi simplement qui s'est occupé de toi quand nous étions enfants.
Tu n'es pas obligé de me rejeter pour toujours. J'ai presque ri. S'occuper de moi. C'était un comble venant de la fille qui avait ruiné ma réputation et volé nos parents tout en m'accusant. Mais c'est cette dernière phrase qui m'est restée en tête. Tu n'es pas obligé de me rejeter pour toujours. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas du remords. C'était un dû. Comme si elle méritait le pardon simplement parce qu'elle avait fait partie de mon passé. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas touché le fond quand j'étais parti de chez moi. C'était ce moment précis qui était le fond du gouffre. Quand j'ai réalisé la profondeur des dégâts. Quand j'ai compris que quoi que je fasse, ces gens essaieraient toujours de s'immiscer à nouveau par les fissures si je les laissais ouvertes. Alors, je les ai scellées. J'ai bloqué son numéro. J'ai changé d'adresse email. J'ai ajouté des filtres d'appel sur mon téléphone. Je ne l'ai pas fait par dépit. Je l'ai fait pour ma tranquillité. Les mois ont passé. L'entreprise a grandi. Benoît m'a officiellement associé. Nous avons repensé la marque ensemble et ouvert un second point de vente. J'ai embauché mon premier employé, un jeune homme nommé Félix, qui me rappelait ce que j'étais à 17 ans. Intelligent, calme et désespérément en quête de quelqu'un qui croit en lui. La vie était agréable. Pas seulement stable, mais vraiment agréable. Et pourtant, je n'avais toujours pas parlé à mes parents, jusqu'à ce qu'un après-midi, je rentre chez moi et trouve une enveloppe scotchée sur la porte de mon appartement. Pas de nom, pas d'adresse, juste mon prénom écrit d'une écriture familière. Je l'ai ouverte prudemment. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère. Elle écrivait à quel point les choses étaient devenues difficiles. Qu'ils avaient vendu la maison. Qu'ils vivaient désormais dans un appartement en location, parvenant à peine à acheter de quoi manger. Que papa avait perdu son travail. Que Raphaël avait encore disparu après avoir emprunté de l'argent à l'un de leurs derniers amis. Qu'elle se réveillait parfois en regrettant de ne pas pouvoir remonter le temps. Et puis, tout en bas, il y avait l'élément crucial. Nous sommes désolés, Damien. Nous savons que nous t'avons abandonné, mais s'il te plaît, s'il y a le moindre moyen de nous aider, même par un simple prêt, nous t'en serions éternellement reconnaissants. Nous ne sommes pas fiers de te demander cela, mais nous sommes désespérés. Nous ne savons plus vers qui nous tourner. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas de la manipulation. C'était du désespoir pur et brut. Et pendant un instant, j'ai senti quelque chose s'agiter en moi. Pas de la pitié, mais une vieille douleur. Cette partie de moi qui avait tant cherché leur approbation, qui les avait autrefois considérés comme des piliers, qui avait simplement voulu rentrer à la maison. Mais je ne pouvais pas rentrer à la maison, car il n'y avait jamais vraiment eu de maison pour commencer. Pourtant, je n'ai pas jeté la lettre. Je l'ai posée sur mon bureau, je suis resté assis à la regarder, j'y ai réfléchi, puis j'ai ouvert un tiroir et j'ai de nouveau sorti le vieil iPod Touch, celui contenant la voix de Raphaël. Et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé de les avertir, à tous les signes subtils qu'ils avaient ignorés, à la vérité qu'ils avaient refusé de voir. Et je me suis souvenu de l'email que j'avais envoyé à maman toutes ces années auparavant, celui auquel elle n'avait jamais répondu. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 10 ans. J'ai imprimé cet email. J'ai imprimé les captures d'écran que j'avais prises. J'ai transféré le fichier audio sur mon ordinateur portable et je l'ai fait transcrire. J'ai tout agrafé ensemble, j'ai écrit un court mot disant « J'ai essayé ». Vous ne vouliez simplement pas l'entendre. Et j'ai envoyé le tout à leur adresse, sans adresse d'expédition, sans coordonnées, juste le silence. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais je sais qu'une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu avant de changer définitivement de numéro. Il disait simplement « Je ne savais pas ». Et je n'ai jamais répondu. Pendant longtemps après ce dernier message, les choses sont restées calmes. Plus de lettres sur ma porte. Plus de messages vocaux désespérés de numéros que je ne reconnaissais pas. Plus d'ombre du passé s'immisçant à travers les stores. Mais le calme ne signifie pas la paix. Car la paix, pour moi, aurait été de tourner la page. Et il n'y a pas de page qui se tourne quand les gens qui vous ont brisé sont toujours là, toujours vivants, essayant toujours de réécrire l'histoire à leur avantage, vous faisant toujours passer pour quelqu'un de froid, distant et ingrat. Je ne m'étais pas contenté de partir. J'avais gagné sans jamais avoir à prononcer un mot. Et je savais que cela devait les rendre fous.
Cela aurait dû me suffire. Ça aurait dû. Mais de temps en temps, j'entendais des rumeurs par d'anciennes relations, des connaissances communes, d'anciens camarades de classe, des gens qui gravitaient encore autour de l'étoile mourante qu'était ma famille. Elle dit que Damien les a abandonnés quand ils avaient le plus besoin de lui. Ils ont tout perdu et il n'a même pas voulu leur faire un prêt. Ils l'ont traité comme un roi en grandissant et c'est comme ça qu'il les remercie. Je ne me souciais pas des commérages. Pas vraiment. Mais cela flottait comme de la fumée après un incendie. Le genre d'odeur qui s'accroche à vos vêtements bien après que vous vous êtes éloigné des flammes. Et puis, un après-midi, Félix, mon employé, est entré dans mon bureau en tenant un porte-document, l'air un peu pâle. « Et, tu as une minute ?» a-t-il demandé en fermant la porte derrière lui. « Bien sûr », ai-je dit en pivotant sur mon fauteuil pour lui faire face. Et a hésité, puis m'a tendu un formulaire imprimé. Je pense que c'est une blague ou quelque chose comme ça, mais c'est arrivé via notre page de contact. Je l'ai pris et j'ai parcouru la première ligne. C'était un formulaire de demande de service, de ceux que nous utilisions habituellement pour les clients professionnels qui souhaitaient des contrats à plus long terme. Nom, Raphaël Moreau. Entreprise, Moreau Solutions Numériques. Service demandé, installation réseau, mise à niveau de la sécurité sur site, configuration de sauvegarde cloud. Budget estimé, 12 000 €. Mon cœur a raté un battement. Raphaël lançant une entreprise et utilisant notre formulaire. J'ai levé les yeux vers Félix, qui s'agitait maladroitement. Tu ne l'as pas contacté, n'est-ce pas? Non, je me suis dit que tu devais voir ça d'abord. Bonne initiative. J'ai relu le formulaire 3 fois juste pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais le numéro de téléphone correspondait au sien. L'adresse email portait son nom aussi, pas de numéro jetable. Culotté, c'était le moins qu'on puisse dire. Je me suis adossé à mon fauteuil, laissant le silence s'installer. Donc, elle était de retour en ville. Ou peut-être qu'elle n'était jamais partie et qu'elle lançait une entreprise. Quelque chose clochait. Raphaël n'était pas du genre à créer une entreprise. Ce n'était pas une bâtisseuse. C'était un parasite. Elle prenait. Elle manœuvrait. Elle manipulait. Mais elle ne créait rien. À moins, bien sûr, que quelqu'un d'autre ne l'ait créé pour heure. J'ai passé le reste de la journée à faire des recherches. Registre du commerce et des sociétés, RCS. Oui. Moreau Solutions Numériques était enregistré à son nom. Déposé il y a 2 mois. Aucun associé déclaré. Pas de bureau officiel, juste une adresse de domiciliation liée à un espace de coworking en centre-ville. J'ai creusé plus profondément. Son entreprise avait un site internet, brillant, soigné, bien plus professionnel que ce à quoi je m'attendais. Optimisé pour le référencement. Une page à propos complète qu'il a présentée comme une stratège numérique avec 10 ans d'expérience dans la gestion de projets informatiques d'envergure. J'ai failli m'étouffer de rire. Son expérience se résumait à voler des mots de passe sur des post-it et à rejeter la faute sur moi. Mais la partie qui a vraiment attiré mon attention était sa liste de clients. La plupart étaient de vagues agences de marketing locales, des consultants en santé, des commerces de détail. Aucun nom de marque, à l'exception d'un seul, Atlantique Logistique. Ce nom, je le connaissais. C'était l'un des plus gros contrats que je convoitais depuis près d'1 an. Une entreprise de transport régional qui avait besoin d'une refonte informatique complète. Nous avions partagé des cafés, des réunions, des devis d'essai, puis silence radio. Maintenant, je savais pourquoi il l'avait choisi elle. C'est là que tout a basculé. Parce que ce n'était pas juste Raphaël faisant du Raphaël. C'était Raphaël s'immisçant dans mon monde, sur mon territoire. Et je la connaissais. Je savais qu'elle n'aurait jamais pu décrocher un contrat de cette envergure sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et je savais exactement quel nom elle avait dû citer pour l'obtenir, le mien. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai murmuré pour moi-même, « Tu as ouvert la mauvaise porte, Raphaël. » Parce que je n'avais plus 17 ans. Et cette fois, j'avais l'avantage. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. Première étape, vérifier comment elle avait obtenu le contrat. J'ai contacté une relation que j'avais toujours chez Atlantique Logistique, une ancienne camarade de classe nommée Émilie qui travaillait au service des achats. Nous n'étions pas proches, mais nous restions en contact de temps en temps.
Je lui ai envoyé un message informel. Salut, j'ai vu que Moro Solutions Numériques avait décroché votre contrat informatique. Simple curiosité, je croyais que nous étions encore en discussion. Sa réponse est arrivée 15 minutes plus tard. Salut Damien. Oui, honnêtement, j'ai été surprise quand ton nom n'est pas apparu sur le devis final. Raphaël a mentionné que vous étiez toujours associé professionnellement et qu'elle représenterait ta succursale. J'ai trouvé l'organisation curieuse, mais son devis était moins cher. J'ai fixé l'écran. Associé professionnellement. Elle avait utilisé mon nom. J'ai senti la colère remonter à nouveau, mais je l'ai canalisée. Merci. Ça m'aide beaucoup. Juste une mise au point sur un malentendu. Émilie a répondu avec un emoji pouce levé. Deuxième étape, rassembler les preuves. J'ai rassemblé toute ma correspondance passée avec Atlantique Logistique, devis, email, notes de réunion, PDF horodaté montrant mon nom et mon logo, tous datés bien avant que Raphaël ne dépose les statuts de son entreprise. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai consulté les registres financiers publics de mes parents. Il ne m'a pas fallu longtemps pour confirmer mes soupçons. Après avoir vendu la maison, ils avaient reçu une indemnisation suite à un procès. Une histoire d'accident du travail et d'indemnité d'assurance litigieuse. Ce n'était pas une fortune colossale, mais c'était suffisant pour expliquer comment Raphaël avait soudainement l'argent nécessaire pour financer une entreprise. Elle avait utilisé leur argent pour lancer sa boîte. Ce même argent qu'elle avait contribué à siphonner pendant des années à coups de mensonges et de vols. C'était trop parfait. Troisième étape, observer et attendre. Je ne voulais pas la détruire immédiatement. Ça, c'était l'ancien moi, le gamin réactif qui voulait juste qu'il se sente mal. Là, c'était différent. C'était chirurgical. J'ai commencé à monter un dossier. Chaque compétence inventée sur son site internet, je l'ai documentée. Chaque mensonge sur son expérience, j'en ai extrait les métadonnées à partir de captures d'écran de LinkedIn. J'ai même trouvé un vieux CV qu'elle avait envoyé à une agence d'intérim qui contredisait totalement la chronologie qu'elle vendait actuellement. J'ai également engagé un assistant virtuel pour se faire passer pour une petite entreprise cherchant à collaborer avec Moro Solutions Numériques. Il a enregistré l'intégralité de la réunion Zoom. Lors de celle-ci, Raphaël a mentionné mon nom au moins 2 fois. Oh, oui. J'ai calqué nos offres sur des travaux que j'ai réalisés avec mon associé Damien. Nous avons géré plusieurs clients importants ensemble. Le plus beau dans l'histoire, elle a envoyé mon modèle de contrat, celui que j'avais écrit, mot pour mot. J'avais tout ce qu'il me fallait, et ce n'était que le début. J'ai attendu exactement 3 semaines avant d'agir. Non pas parce qu'il me fallait plus de temps pour me préparer. J'avais déjà tout, les fichiers audio, l'enregistrement de la fausse réunion, la preuve que Raphaël avait volé mon travail, utilisé mon nom et trompé une entreprise pour se faire embaucher sous de faux prétextes. Non, j'ai attendu parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais aussi lentement. Il fallait que ça mijote. Et Raphaël, elle n'avait aucune idée que la marmite était sur le feu. Elle devenait d'ailleurs de plus en plus audacieuse, postant des selfies sur LinkedIn, se comportant en reine de l'entreprise, écrivant des légendes suffisantes du genre, rien de tel que de voir son travail acharné porter ses fruits. Elle a même partagé une vidéo où elle était assise dans un bureau minimaliste, visiblement loué, donnant des conseils sur la manière de développer sa marque numérique. J'ai dû faire une pause au milieu de la vidéo parce que je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsqu'elle a publié un message concernant une nouvelle expansion. Un autre contrat, un autre client, un pas de plus vers une légitimité dans un monde où elle n'avait rien à faire. Alors, je lui ai donné la légitimité qu'elle convoitait si désespérément. Tout a commencé par un pli envoyé directement à Atlantique Logistique. À l'attention d'Émilie Torres. À l'intérieur se trouvait une chemise cartonnée. Pas de marque, pas de mots, juste des preuves. La preuve que le CV que Raphaël avait soumis était falsifié. La preuve que son devis était plagié. La preuve qu'elle n'avait jamais travaillé avec moi. En fait, tout le contraire, des transcriptions de vieux messages vocaux qu'elle m'avait laissés quand elle manquait d'argent, l'audio où elle admettait tranquillement mentir et voler, et une déclaration sous serment de ma part attestant que je n'avais aucune affiliation avec son entreprise. Que je ne lui avais jamais accordé la permission d'utiliser mon nom ou mes supports, et que je disposais de preuves de vol de propriété intellectuelle.
Je n'avais pas besoin d'ajouter de commentaires. Les faits parlaient d'eux-mêmes. J'ai envoyé un dossier similaire à 2 autres entreprises répertoriées sur son site internet. L'une d'elles m'a envoyé un email le jour même. Court et précis, merci de nous avoir signalé cette situation. Nous allons mener un examen interne immédiatement. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes disposé à nous en dire plus. Je n'en avais pas fini. J'ai envoyé le dernier dossier à une association locale de vigilance sur les entreprises qui publiait une newsletter pour les professionnels de la région. Ils avaient une rubrique intitulée « Plein feu sur la fraude » où ils dénonçaient les prestataires et entreprises malhonnêtes pour déclarations trompeuses, fausses certifications et pratiques abusives. Je me suis assuré d'inclure une clé USB avec des captures d'écran comparatives de son site internet et du mien, soulignant les endroits où elle avait copié mes mises en page, mes textes mot pour mot et mes structures tarifaires. Et puis, j'ai attendu. Une semaine plus tard, tout s'est effondré. J'ai appris par une connaissance commune, un type qui s'occupait de nos campagnes de référencement et qui avait changé de voix depuis, que le nom de Raphaël circulait dans les milieux informatiques locaux. Pas en bien. L'un de ses nouveaux clients s'était rétracté. Un autre avait demandé un remboursement et l'avait signalé à une association de défense des consommateurs. Et chez Atlantique Logistique, ils ne se sont pas contentés d'annuler le contrat. Ils l'ont publiquement inscrite sur liste noire. Ils ont publié une mise en garde à l'intention de leur partenaire concernant une consultante qui présentait de fausses références, falsifiait son expérience de projet et recourait à des pratiques contractuelles trompeuses. Ils ne l'ont pas nommé, mais tout le monde a compris. 2 jours plus tard, le site internet de Moreau Solutions Numériques a été mis hors ligne. Son profil LinkedIn a disparu. Son adresse email professionnelle a commencé à renvoyer des messages d'erreur. Elle disparaissait, ou du moins essayait de le faire. Mais je n'avais pas encore terminé. Car si la chute de Raphaël était satisfaisante, il restait 2 personnes qui avaient passé près d'une décennie à croire ces mensonges. Des gens qui m'avaient chassé, rejeté, et qui étaient revenus en rampant uniquement lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis l'envoi de cette enveloppe, celle remplie de preuves montrant que j'avais essayé de les avertir depuis le début. Je n'avais pas prévu de les recontacter, mais j'ai reçu un email. Il venait de mon père, envoyé sur ma boîte professionnelle, qui n'était pas publique. Objet, nous comprenons maintenant. Damien, nous avons vu les nouvelles concernant Raphaël. Nous avons reçu une lettre de l'un de ses clients avec des liens vers tout ce que tu as envoyé. Nous ne voulions pas y croire. Mais tout est vrai, n'est-ce pas? Nous t'avons abandonné. Pas seulement une fois, mais encore et encore. Je ne sais même pas comment te demander pardon. Mais si tu veux un jour parler, la porte est ouverte. Papa. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email sur ma boîte personnelle, je l'ai archivé et j'ai marqué l'original comme non lu. Il ne méritait pas de tourner la page, et il ne me méritait certainement pas. But ce qu'il méritait, c'était un miroir. Alors, j'ai écrit un texte, non pas à mon père, mais à un petit bulletin municipal de notre ville d'origine. Celui qui publiait habituellement les annonces de mariage, les réussites scolaires et les histoires de réussite locale. J'ai proposé un article pour leur rubrique témoignages locaux. Pas un règlement de compte public, pas un coup de gueule, juste une histoire. L'histoire d'un jeune homme faussement accusé, chassé par sa famille, qui était parti de rien pour bâtir quelque chose de solide, pour finalement voir les mêmes personnes qui l'avaient trahi lui tendre la main alors qu'elle s'effondrait. Je n'ai pas cité de nom, mais les détails étaient impossibles à confondre. L'histoire est devenue virale localement. Les commentaires ont afflué. Les gens se posaient des questions. Certains demandaient si c'était réel. Quelques-uns ont même reconnu la chronologie et ont compris de qui il s'agissait. J'ai appris par des bruits de couloir que mes parents étaient mortifiés, qu'ils ne se montraient plus à l'église, qu'ils avaient supprimé leur compte Facebook et que leurs amis prenaient discrètement leur distance. Tout ce que j'avais fait, c'était dire la vérité, et la vérité a fait ce qu'elle fait toujours, elle a balayé les mensonges. Raphaël a fini par réapparaître sous un autre nom. Elle a tenté de repartir à zéro dans une autre ville. J'ai vu un communiqué de presse quelques mois plus tard où elle figurait sous le nom de Raphaël Monsieur Conseil pour une entreprise en Bretagne, mais sa réputation était désormais entachée. Des failles qui ne se réparaient pas facilement. Quant à moi, j'ai continué à bâtir. J'ai embauché 2 employés supplémentaires, je me suis étendu à une autre ville, j'ai investi dans un espace de coworking pour les travailleurs indépendants de la tech,
j'ai créé un programme de mentorat pour les jeunes étudiants en informatique qui n'avaient pas de soutien familial. Et j'ai commencé à vivre, à vraiment vivre, sans constamment regarder derrière mon épaule. Un jour, Félix m'a demandé pourquoi je n'avais jamais parlé de ma famille. Il n'était pas indiscret, juste curieux. J'ai souri et je lui ai donné la version courte. Il pensait que je les avais volés, ai-je dit. Il s'est avéré que c'était moi qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Il a ri, sans réaliser à quel point c'était vrai. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais libre, non seulement d'eux, mais aussi de celui que j'étais autrefois. Ils avaient essayé de m'enterrer sous les mensonges. Mais j'avais utilisé chaque grain de leur boue comme fondation pour construire quelque chose de meilleur. Et au bout du compte, c'était eux qui devaient vivre avec ce qu'ils avaient fait. Je n'avais plus qu'à continuer à bâtir. Ils m'ont coupé les vivres quand je n'avais rien et sont revenus en rampant quand j'avais tout. Alors, je leur ai donné la seule chose qu'ils ne m'avaient jamais donnée. Le silence.